Il ignorait que sa femme venait d'hériter d'une fortune de 8,9 milliards de dollars. Il l'a divorcée ainsi que sa fille handicapée pour épouser sa maîtresse. Ce qu'elle a fait les a anéantis à jamais. Les mains de Sarah Mitchell tremblaient tandis qu'elle fixait l'enveloppe sur la table de la cuisine. L'adresse de l'expéditeur lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Peterson & Associates, droit de la famille. Elle s'y attendait, elle le redoutait, mais rien ne l'avait préparée au moment où les papiers arriveraient vraiment. Elle entendit la chaise roulante d'Emily rouler dans le couloir. « Maman, c'est l'heure du dîner ?» Sarah essuya rapidement ses yeux et se tourna avec un sourire forcé. « Presque, ma chérie. Donne-moi juste 10 minutes de plus, d'accord ?» Emily hocha la tête, son visage d'enfant de 8 ans s'illuminant malgré les attelles aux jambes et les défis quotidiens de sa paralysie cérébrale. « On peut avoir des spaghettis ? » « Bien sûr qu'on peut. » Tandis qu'Emily roulait vers sa chambre, Sarah ouvrit enfin l'enveloppe. Ses yeux parcoururent le jargon juridique jusqu'à tomber sur le paragraphe qui lui fit un nœud à l'estomac. Marcus ne demandait pas seulement le divorce. Il réclamait 0 garde, 0 droit de visite pour Emily. Son avocat avait réellement écrit les mots. Les besoins médicaux étendus de l'enfant rendent la coparentalité impraticable pour le mode de vie et les obligations professionnelles du défendeur. Le défendeur. C'est ce que Marcus était devenu. Pas son mari depuis 10 ans, pas le père d'Emily. Le défendeur. Le téléphone de Sarah vibra. Un texto de Marcus. « J'espère que tu as reçu les papiers. Mon avocat dit que si tu signes vite, on peut éviter le tribunal. Mieux pour tout le monde, surtout pour Emily. Mieux pour tout le monde. » L'homme qui avait autrefois promis de l'aimer dans la maladie et dans la santé, qui avait tenu Emily dans la salle d'accouchement et pleuré quand les médecins avaient expliqué que leur fille affronterait des défis à vie, appelait maintenant sa fille un fardeau trop impraticable pour son mode de vie. Elle savait pour Vanessa, bien sûr. L'assistante exécutive de Marcus qui voyageait avec lui pour les affaires, qui répondait à son téléphone à minuit, qui portait le parfum que Sarah sentait sur ses chemises. Elle le savait depuis 6 mois mais continuait d'espérer qu'ils se souviendraient de qui ils étaient autrefois. Le lendemain matin, Sarah était assise au bureau d'aide juridique, signant les papiers d'une main tremblante. L'avocate, une femme aimable nommée Rebecca Chen, poussa une boîte de mouchoirs de l'autre côté du bureau. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous battre pour une pension alimentaire ? Vu les besoins médicaux de votre fille et le fait que vous avez quitté votre carrière pour vous occuper d'elle. Je veux juste que ce soit fini. » murmura Sarah. « Je ne peux pas me permettre de le combattre. Il a des avocats d'entreprise. Je n'ai rien. » Elle n'avait pas rien. Techniquement, elle avait le petit appartement que Marcus avait accepté de lui laisser pour 6 mois. Elle avait sa certification de transcriptrice médicale qui lui permettait de travailler de la maison entre les rendez-vous médicaux d'Emily et ses séances de kinésithérapie. Elle avait exactement 3 847 $ sur leur compte d'épargne joint que son avocat disait qu'elle pouvait garder. Et elle avait Emily, ce qui signifiait qu'elle avait tout ce qui comptait. Ce soir-là, après avoir couché Emily avec 3 médicaments différents et 2 traitements respiratoires, Sarah s'effondra sur le canapé. Son téléphone s'illumina avec une notification. Instagram. Elle n'aurait pas dû regarder, mais elle le fit. Marcus avait posté une photo. Lui et Vanessa dans un restaurant sur un toit, verre de champagne levé, sa main affichant bien un diamant qui aurait pu étouffer un cheval. La légende disait « Quand tu sais, tu sais ». La vie commence à 35 ans. Nouveau chapitre. Béni au-delà de toute mesure. La vie commence à 35 ans, l'âge qu'il avait quand Emily était née. Quand leur vie ensemble était censée signifier quelque chose. Les commentaires étaient encore pires. Des amis que Sarah connaissait depuis des années, des gens qui avaient été à leur mariage, le félicitaient. Tu mérites ce bonheur. Elle est magnifique. Il était temps que tu penses à toi d'abord. Sarah ferma l'application et fixa le plafond. Demain, elle serait plus forte. Demain, elle trouverait comment expliquer à Emily pourquoi papa ne reviendrait pas. Demain, elle commencerait le prochain chapitre de leur vie. Mais ce soir, elle se laissa briser. Le lendemain matin apporta une autre enveloppe. Celle-ci provenait de Whitmore & Associates, avocat en succession avec une adresse à New York. Sarah faillit la jeter, pensant que c'était du courrier indésirable, mais quelque chose la fit l'ouvrir. Chère Madame Mitchell, nous représentons la succession de Margaret Whitmore,
votre tante maternelle décédée. Nous regrettons de vous informer de son décès le 1er novembre. En tant que seule héritière survivante désignée dans son testament, veuillez contacter notre bureau immédiatement concernant les procédures d'héritage. Sarah fronça les sourcils. Tante Margaret. Elle avait des souvenirs vagues d'une femme qui avait visité une fois quand elle avait 7 ou 8 ans, qui envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de $50 tout neufs jusqu'à ce que Sarah ait 18 ans. Mais elle n'avait jamais été proche. Sa mère avait mentionné que Margaret avait déménagé à New York et s'était fait un nom dans les affaires, mais elles avaient perdu contact des décennies plus tôt. Pourtant, n'importe quel héritage aiderait. Peut-être assez pour couvrir la prochaine opération d'Emily. Peut-être assez pour une caution sur un meilleur appartement dans un bon quartier scolaire. Elle appela le numéro sans attente. 3 heures plus tard, Sarah resta assise en silence stupéfait, tandis que l'avocat expliquait par appel vidéo que Margaret Whitmore avait bâti une fortune dans la tech au début de la Silicon Valley, investi brillamment, et était décédée avec une valeur de 8,9 milliards, et que Sarah, sa seule nièce, héritait de tout. Je suis désolée. Avez-vous dit milliards avec un M? Oui, Madame Mitchell. Milliards. La succession inclut des portefeuilles d'actions, des biens immobiliers, une société de capital risque et divers autres actifs. Après impôts et frais de succession, vous regardez environ 6,2 milliards en actifs liquides, plus les participations commerciales. La vision de Sarah se brouilla. Elle entendit l'avocat parler de trust, de conseillers financiers et de stratégie médiatique, mais tout ce qu'elle pouvait penser était « J'ai signé les papiers de divorce hier. » Marcus ne sait pas. Personne ne sait. Madame Mitchell, êtes-vous toujours là? Oui, Oui. Pouvons-nous garder cela secret juste pour un petit moment? Bien sûr. Nous aurons besoin de vous à New York la semaine prochaine pour signer des documents. Mais nous pouvons arranger un transport privé et des hébergements. Vu la taille de la succession, je vous recommande fortement de ne discuter de cela avec personne jusqu'à ce que nous ayons une sécurité et une gestion financière appropriée en place. Après la fin de l'appel, Sarah marcha jusqu'à la chambre d'Emily. Sa fille faisait ses devoirs à son bureau adapté, la langue sortie en concentration. Et, ma puce, comment te sentirais-tu pour un voyage à New York? Le visage d'Emily s'illumina. Vraiment? Comme des vacances? Comme un nouveau départ? 3 semaines plus tard, après avoir signé plus de documents qu'elle ne pensait qu'il en existait au monde, Sarah se tenait dans l'appartement en attique que les avocats de la succession lui avaient arrangé à Manhattan. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. Emily était dans sa nouvelle chambre, spécialement adaptée avec le meilleur équipement médical que l'argent pouvait acheter, couinant de joie devant les commandes tactiles qui lui permettaient d'ajuster tout, de la hauteur du lit à l'éclairage, avec un effort physique minimal. Maman, il y a une pièce entière juste pour ma chaise roulante. Et la salle de bain a un bras robotisé qui m'aide à atteindre tout. Sarah sourit à travers ses larmes. Pour la première fois en 8 ans, elle ne s'inquiétait pas de comment payer la prochaine opération d'Emily. Elle ne calculait pas si elle pouvait se permettre à la fois les courses et la kinésithérapie ce mois-ci. Elle ne se noyait pas. Elle avait engagé une équipe. Un conseiller financier hautement recommandé qui avait immédiatement placé la plupart de la fortune en trust et investissement. Un consultant médiatique qui lui conseillait de rester discrète pour l'instant. Un avocat, pas de l'aide juridique, mais un associé dans un cabinet si prestigieux qu'ils avaient leur propre bâtiment. Et le plus important, une équipe médicale qui avait évalué Emily et présenté un plan de traitement qui pourrait l'aider à marcher un jour. Madame Mitchell, nous avons eu un succès remarquable avec cette combinaison de chirurgie et de thérapie intensive, expliqua le docteur Patricia Reynolds. Je ne peux pas promettre de miracle, mais le cas d'Emily est très prometteur. La paralysie cérébrale est relativement légère, et à son âge, avec les bonnes interventions. Sarah avait sangloté dans ce bureau, et le docteur avait simplement tenu sa main. L'argent ne peut pas tout acheter, dit doucement le docteur Reynolds. Mais il peut acheter l'accès à des gens qui dédient leur vie à aider des enfants comme Emily. Laissez-nous essayer. Pendant ce temps, à Chicago, Marcus découvrait que marier Vanessa n'était rien comme sortir avec Vanessa. Elle avait quitté son travail le jour après le mariage, engagé immédiatement un décorateur d'intérieur pour vider son condo, et développer des goûts coûteux en tout, des sacs à main aux soins spa. Bébé, la Platinum Amex a été refusée, dit Vanessa en entrant en trombe dans son bureau à domicile où il revoyait un contrat.
Tu dois les appeler. Elle n'a pas été refusée. Tu as atteint la limite ce mois-ci. Mais c'est seulement le 18. Marcus se massa les tempes. La rénovation du condo avait coûté 200 000 $, le mariage 80 000 de plus. La garde-robe de Vanessa, appropriée pour la femme d'un cadre supérieur, avait approché les 50 000. Son salaire était excellent, 340 000 $ par an, mais pas infini. Peut-être qu'on doit faire un budget, suggéra-t-il prudemment. Les yeux de Vanessa se plissèrent. Un budget? Tu m'as dit que tu étais successful. Tu m'as dit qu'on aurait la vie que je mérite. On a une bonne vie. Sarah n'avait rien et tu l'as quitté. J'ai quitté mon boulot pour toi. J'ai refusé d'autres opportunités. Tu me dois le mode de vie que tu as promis. Marcus sentit un mal de tête monter. Il ne regrettait pas Sarah. Elle était devenue si fatiguée, si concentrée sur Émilie. Plus amusante. Mais au moins Sarah ne l'avait jamais regardé comme s'il était un achat décevant. Son téléphone sonna. Son patron, Marcus, on doit parler du comte Hendrik. 20 minutes plus tard, Marcus sortit de son bureau à domicile en état de choc. Il avait perdu le plus gros client de l'entreprise à cause de ce qu'ils appelaient des échecs d'attention aux détails. Son patron avait été diplomatique, mais Marcus comprenait qu'il était sur la corde raide. Les 6 derniers mois, distrait par le divorce et le nouveau mariage, il avait laissé les choses déraper. Ils me mettent sur un plan d'amélioration de performance, dit-il à Vanessa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne redresse pas la barre en 90 jours, je pourrais perdre mon boulot. Vanessa devint très silencieuse. Puis elle prit son téléphone et marcha vers la chambre, fermant la porte. 6 mois disparurent comme de la fumée. Sarah reconnaissait à peine sa vie. Elle avait assemblé une équipe pour gérer les participations commerciales de Margaret. Elle n'était pas assez folle pour penser pouvoir diriger une société de capital-risque sans expérience. Mais elle s'était surprise en étant bonne aux décisions stratégiques, en comprenant les gens et le potentiel. Elle avait aussi lancé une fondation axée sur l'accessibilité et la recherche médicale pour les enfants handicapés. La fondation Sarah Mitchell fut lancée discrètement, mais son dotation de 500 millions de $ fit des vagues immédiates dans la communauté médicale, et Émilie prospérait. 3 chirurgies, des mois de thérapie intensive, et sa fille avait fait ses premiers pas indépendants la semaine précédente. Elles avaient toutes deux pleuré. Le docteur Reynolds avait pleuré. Même le kinésithérapeute normalement stoïque avait eu les yeux humides. « Je suis si fière de toi », avait murmuré Sarah, tenant les mains d'Émilie tandis que sa fille se tenait sur ses jambes tremblantes. « Je suis fière de toi aussi, maman. Tu nous as sauvés. » Sarah avait aussi commencé à sortir timidement. James Whitfield était un père veuf de 2 enfants, un chirurgien cardiaque qui comprenait les défis médicaux, qui pensait qu'Émilie était remarquable, et qui avait attendu 3 mois avant même de demander à Sarah de dîner parce qu'il voulait s'assurer qu'elle sache qu'il s'intéressait à elle, pas à sa fortune. « J'ai une confession », avait-il dit lors de leur premier rendez-vous. « Je t'ai googlé. Je sais pour l'héritage. J'ai besoin que tu saches que j'ai signé un document avec mon avocat disant que je n'ai aucun intérêt financier dans tes actifs. Je ne veux pas que tu te demandes. » Sarah était tombée un peu amoureuse de lui à ce moment-là. Ils étaient à un gala de charité sponsorisé par la fondation de Sarah quand son passé et son présent entrèrent en collision. Elle portait une robe sur mesure, ses cheveux coiffés professionnellement, parlant à un journaliste de Forbes sur le travail de la fondation quand elle entendit une voix familière derrière elle. Sarah. Elle se tourna. Marcus se tenait là dans un smoking mal ajusté, son visage montrant choc et confusion. Vanessa était à côté de lui, dégoulinante de bijoux que Sarah reconnaissait maintenant comme des pièces de costume de qualité, pas les vrais diamants qu'elle avait probablement dit à Marcus qu'ils étaient. « Marcus », dit Sarah poliment, sa voix stable. « C'est inattendu. Qu'est-ce que tu... Comment vas-tu? Est-ce vraiment toi ?» Le journaliste de Forbes sentit le drame et essaya de traîner, mais l'assistante de Sarah la redirigea habilement. « Je vais bien, » dit simplement Sarah. « Comment vas-tu ?» Les yeux de Marcus balayaient la salle, absorbant l'épreuve. Le nom de Sarah sur les bannières, des gens importants la déférant, les signes évidents de richesse et de pouvoir. « Tu as hérité d'argent, » dit-il, et ce n'était pas une question. « Oui. » « Quand ?» Sarah aurait pu mentir. Aurait probablement dû.
Mais elle regarda cet homme qu'elle avait autrefois aimé. Cet homme qui avait abandonné leur fille quand elle en avait le plus besoin et décida qu'il méritait la vérité. Le lendemain de la finalisation de notre divorce. Elle vit la couleur quitter son visage, le vit faire le calcul, le vit réaliser comme un train de marchandises. Combien? Assez, dit Sarah calmement. Plus qu'assez pour qu'Émilie et moi soyons très à l'aise. Émilie, souffla-t-il. Comment va-t-elle? J'ai voulu appeler. Mais quoi, Marcus? Mais tu étais occupé avec ta nouvelle vie. Celle que tu as choisie au lieu de ta fille handicapée? Vanessa attrapa son bras. On devrait y aller. Non, attends. Le visage de Marcus était désespéré maintenant. Sarah, j'ai fait des erreurs. J'étais en train de traverser quelque chose. Une crise, peut-être. Mais j'ai pensé à Émilie tous les jours. Je veux être dans sa vie à nouveau. Les enfants ont besoin de leur père. Sarah sentit James s'approcher par derrière, sa présence solide et rassurante. Tout va bien ici? Bien, dit Sarah. On partait justement. Elle commença à s'éloigner, puis s'arrêta et se tourna. En fait, Marcus, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Émilie ne demande plus après toi. Il a fallu environ 3 mois de thérapie pour qu'elle comprenne que le problème n'était pas elle, qu'elle n'était pas trop un fardeau pour que son propre père l'aime. Elle va mieux maintenant. Elle marche maintenant, en fait. Le savais-tu? 3 chirurgies et des mois de thérapie, elle est incroyable. Et elle l'a fait sans toi. Sarah. S'il te plaît. Je ne suis pas en colère contre toi, continua Sarah, et elle le pensait. Je l'ai été longtemps, mais ensuite j'ai réalisé que ton départ était la meilleure chose qui nous soit arrivée. Émilie et moi avons construit une vie sans toi, une meilleure vie, et nous sommes heureuses. Elle vit des larmes dans ses yeux. Mais elle ne ressentit rien. Pas de satisfaction dans sa douleur, pas de désir de tourner le couteau, juste rien. Prends soin de toi, Marcus. Tandis qu'elle s'éloignait avec James, elle entendit Vanessa siffler. 8 milliards? Tu l'as quittée juste avant qu'elle hérite de 8 milliards? Sarah n'entendit pas la réponse de Marcus. Elle n'en avait pas besoin. Les suites furent prévisibles. Marcus essaya d'appeler des centaines de fois. Son avocat envoya des lettres sur la reprise des arrangements de garde, sur le fait qu'Émilie avait besoin de son père. L'avocat de Sarah renvoya la documentation de sa renonciation volontaire aux droits parentaux. Sa déclaration écrite appelant les besoins d'Émilie impraticables pour son mode de vie. Vanessa demanda le divorce 3 mois après le gala, prenant la moitié de ce qu'il restait à Marcus, ce qui n'était pas grand-chose après sa perte d'emploi. Il avait été viré de son cabinet 1 semaine après le gala. Bien que les enquêteurs de Sarah aient confirmé qu'elle n'avait rien à voir là-dedans, sa performance avait vraiment été si mauvaise. À travers son réseau d'affaires, Sarah entendit que Marcus travaillait maintenant comme manager des ventes dans une entreprise de taille moyenne, gagnant 1/4 de son ancien salaire. Que Vanessa s'était déjà remariée avec un capital risqueur qui avait vraiment l'argent qu'elle pensait que Marcus possédait. Que Marcus vivait dans un studio et conduisait pour un service de covoiturage les week-ends pour joindre les 2 bouts. Elle ne prit aucun plaisir à tout cela. Elle avait pensé ce qu'elle avait dit. Elle n'était plus en colère. Ses choix l'avaient détruit plus efficacement que n'importe quelle revanche qu'elle aurait pu ourdir. 2 ans après le gala, Sarah était au spectacle scolaire d'Émilie. Sa fille avait le rôle principal, chantant et dansant avec confiance et joie. James était assis à côté d'elle, sa fille de l'autre côté. Ils parlaient de vivre ensemble, de fusionner leurs familles, de construire quelque chose de réel. Pendant l'entracte, Sarah sortit pour prendre l'air. Elle trouva Marcus là, debout près de la clôture, regardant par la fenêtre vers l'auditorium. « Bonjour, Marcus. » Il sursauta puis s'affaissa quand il la vit. Il avait l'air plus vieux, fatigué, vaincu. « Je voulais juste la voir, » dit-il calmement. « Je sais que je n'ai pas le droit, mais j'ai entendu qu'elle jouait et j'avais besoin de la voir. » Sarah aurait pu appeler la sécurité, aurait pu obtenir une ordonnance restrictive. Au lieu de cela, elle regarda cet homme brisé et ressentit quelque chose d'inattendu, de la pitié. « Elle est remarquable, » dit Sarah. Elle a obtenu le rôle principal sur ses propres mérites. Le professeur de théâtre ne savait même pas qui j'étais. « Je suis désolé, » murmura Marcus.
Pour tout. J'étais un idiot. J'étais égoïste. J'ai jeté tout ce qui comptait, et je ne peux pas le récupérer. Non, approuva Sarah doucement. Tu ne peux pas. Est-ce qu'elle demande après moi? Sarah envisagea de mentir, de l'épargner, mais il méritait la vérité. Non, elle a une figure paternelle dans sa vie maintenant. James, mon partenaire, il était à toutes ses opérations. Il lui a appris à faire du vélo adapté. Il est là-dedans en ce moment, probablement en train de prendre 100 photos. Elle l'appelle James, pas papa, parce qu'elle est assez sage pour comprendre que la parentalité se gagne, pas automatiquement. Mais elle est heureuse, Marcus. Elle est aimée. Elle prospère. Le visage de Marcus se froissa. Je pensais vouloir la liberté. Je pensais vouloir la vie excitante, la belle femme, le chemin sans complications. J'ai abandonné tout pour rien. Tu as abandonné tout pour ce que tu pensais vouloir, corrigea Sarah. Et tu as eu exactement ce que tu as choisi. Vanessa était exactement ce qu'elle paraissait. J'étais exactement ce que je paraissais. Émilie était exactement ce qu'elle paraissait. Tu as juste choisi mal. La cloche sonna, signalant la fin de l'entracte. Je devrais rentrer, dit Sarah. Tu devrais probablement partir avant que la sécurité de l'école te voie. Sarah. Il l'arrêta avec son nom. Es-tu heureuse? Elle pensa à sa fille, en bonne santé et confiante. À James, qui la faisait rire et la comprenait d'une façon que Marcus n'avait jamais fait, à la fondation qui changeait des vies. Au fait qu'elle se réveillait chaque matin sans peur, sans ce nœud d'anxiété sur comment payer tout ce dont Émilie avait besoin. Oui, dit-elle simplement. Je le suis vraiment. Tandis qu'elle rentrait dans l'auditorium, elle ne regarda pas en arrière. Le deuxième acte commençait et Émilie attendait en coulisses, prête pour sa prochaine scène. Sarah se glissa dans son siège à côté de James, qui prit immédiatement sa main. « Tout va bien? Tout est parfait, » murmura-t-elle. Sur scène, Émilie entra dans la lumière des projecteurs et le public explosa en applaudissements. Elle était radieuse, confiante, complètement inconsciente que son père biologique la regardait par une fenêtre dehors, voyant tout ce qu'il avait perdu. Sarah serra la main de James et regarda sa fille briller. C'était la revanche qui comptait. Pas la souffrance de Marcus, mais la joie d'Émilie. Pas ce qu'elles avaient perdu, mais ce qu'elles avaient gagné. 3 ans après avoir signé ses papiers de divorce d'une main tremblante, Sarah avait appris la leçon la plus importante. La meilleure revanche n'est pas la destruction. C'est construire quelque chose de si beau des cendres que la personne qui t'a quitté ne peut que regarder par les fenêtres pour toujours, à l'extérieur de la vie qu'elle aurait pu avoir. Et tandis qu'Émilie faisait sa révérence finale, son sourire assez lumineux pour éclairer le monde, Sarah savait qu'elles avaient fait exactement cela. Elle n'avait pas juste survécu.